a commencé. On accueille encore quelques personnes. Donc, on va attendre d'accueillir encore ça. Peut-être que ça entrera au fur et à mesure aussi. On aura peut-être d'autres collègues qui vont rentrer. Ouais. Hein? Ça arrive. Hein. Donc, voilà, bah, parfait, super. Voilà. Bien, bonjour à tous. Hein. Nous allons donc entamer cet après-midi avec 2 webinaires. Un webinaire donc sur Socrative. Vous avez l'écran de présentation en introduction. Donc d'abord l'outil de Socrative qui sera présenté par Armelle, qui elle-même se présentera puisqu'elle va prendre la parole d'ici quelques secondes, avec l'aide aussi de Sabine qui se présentera et de Aude. Donc, nous travaillons tous au sein de la DDEC 56 sur des questions pédagogiques et ou numériques. Donc vous allez peut-être, ou vous connaissez déjà, parce que vous avez déjà pu faire des webinaires avec nous. On accueille encore des collègues là à l'instant. Armelle vous montrera, quand elle va démarrer sur Socrative, vous montrera aussi où vous pouvez retrouver par la suite la totalité des webinaires qui ont été enregistrés jusqu'ici. Hein, ce qui vous permettra de retrouver les précédents, ce qui est toujours intéressant, puisque nous sommes, vous voyez, ici au 6e. Nous en aurons un 7e tout à l'heure. Ils sont tous enregistrés et mis en ligne. Voilà. Écoutez, on va laisser la parole à Armelle, et puis on va débuter notre après-midi comme ça. Armelle? C'est bon, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Armelle Méard, je suis coordinatrice pédagogique pour le second degré pour la DDEC. Je suis également enseignante en mathématiques cette année au lycée Sainte-Anne-de-Ré avec des filières technologiques. Je vais être accompagnée sur cette présentation par Sabine Marchand, qui nous a fait un tutoriel que je vais vous montrer également tout à l'heure sur le Pearl Trees. Sabine, si tu veux te présenter. Donc, Sabine Marchand, je suis professeure animateur diocésain en éco-gestion, donc plus sur les filières STMG. Et faire, vente, Philippe, je n'arrive pas à partager mon écran. Est-ce que tu... Si, ça va être bon, ça y est. Voilà. Donc, en premier lieu, je voulais vous remontrer sur le site de la DDEC où il y a pas mal d'informations et entre autres actuellement un bandeau sur la continuité pédagogique. Et sur la continuité pédagogique, vous avez des tutoriels alors, qui concernent le premier degré, mais qui peuvent également concerner le second degré. Et pour le second degré, vous avez un lien ici qui nous amène vers le Pearl Trees, qui est construit depuis le début du confinement et qu'on nourrit au fur et à mesure. Donc la perle qui est tout à droite, là vous allez trouver les webinaires qui ont déjà été faits, pardon, et que vous pouvez retrouver puisqu'ils ont été enregistrés. Dans la partie second degré, il y a une perle qui concerne les usages pédagogiques du numérique, dont une sur les outils de création numérique. Et dans les quiz, vous avez des tutoriels. Donc Socrative, ici, la première perle. Et puis Cuisinière, vous avez une perle ici. Donc d'autres outils qu'on a pu présenter comme Learning Apps ou Forms. Il n'y a pas eu de webinaire sur les autres outils. Voilà, si vous avez des besoins en formation, vous pouvez aussi, enfin en formation ou plutôt en partage, parce qu'on vous partage nos connaissances humblement. Hein, on n'est pas formateur, mais si vous avez des besoins, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous demander, on peut en faire de nouveaux. Donc aujourd'hui, on va travailler sur Socrative, donc socrative.com pour se connecter. Dans le tutoriel qu'il y a dans le Pearl Trees, toute la démarche d'inscription et de fonctionnement est décrite pas à pas et très bien détaillée. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie-là. Moi, j'ai déjà un compte, donc quand je vais cliquer sur Teacher Login, je vais avoir la page qui va se présenter directement. C'est assez simple de s'inscrire à une adresse mail, suffit. Donc, voilà pour la page d'accueil. Socrative, je voulais peut-être d'abord préciser que c'est un outil qu'on utilise actuellement en distanciel avec les élèves, mais qui est utilisé aussi, qui était déjà utilisé beaucoup avant en classe
C'est un outil qu'on peut, les élèves peuvent travailler sur un PC, une tablette, un téléphone. Alors au lycée, c'est vrai que c'est plus facile parce que les élèves peuvent avoir leur téléphone, mais c'est pas un outil réservé à l'évaluation à distance. C'est un outil d'auto-évaluation, d'évaluation positive, mais qui n'est pas spécifique à l'enseignement à distance et que donc vous pouvez utiliser dès à présent et que vous pourrez réutiliser après. Alors, il y a 5 onglets. Donc, le premier sert à lancer des questionnaires. Ça veut dire qu'on les a déjà créés. Entre nous, je trouve qu'il n'est pas très bien placé, cet onglet. Il ne devrait pas être en premier. Le deuxième onglet, c'est pour créer les questionnaires. Le troisième onglet, c'est pour les salles de classe. Quand on est en version pro, on peut avoir plusieurs salles de classe. Moi, j'ai une version gratuite, donc j'ai une salle de classe, mais je peux changer le nom. Ce qui peut être pratique parce que parfois, on n'a pas forcément envie que les élèves sachent à l'avance, aillent tester à l'avance ou autre. Enfin, voilà. Donc, on peut, ou si c'est spécifique à une classe ou une autre. Voilà, voilà moi, le nom que je lui ai donné. Le quatrième onglet sert à avoir les retours, les rapports. Et le cinquième onglet, il est actif une fois que le test est lancé. Alors, au niveau des questionnaires, je vous propose qu'on en fasse un en direct. Et si c'est possible, si on a le temps, que vous alliez y répondre pour voir un petit peu comment un élève se trouve face au questionnaire. Donc, tout simplement, ajouter un questionnaire, créer un nouveau questionnaire. Vous pourriez éventuellement en importer un qu'un collègue vous aurait partagé. Hein, on voit ici le partage possible. 3 types de questions possibles, soit des choix multiples, soit des vrais ou faux, soit des réponses courtes. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test avec 3 questions, chacune reprenant une des possibilités. Donc, je vais démarrer par un vrai-faux. Et vous allez voir que les questions sont assez difficiles. Donc, je vous demanderai d'être concentré pour pouvoir y répondre tout à l'heure. Donc, la Tour Eiffel se trouve-t-elle à Paris? Vrai ou faux? Je peux ajouter une photo. Donc, je vais aller chercher là dans mes images. Et par contre, il faut que je sélectionne, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il faut que je dise au logiciel quelle est la bonne réponse. On peut ajouter un petit indice ou une explication qui peut apparaître pour les élèves. Donc, on pourrait préciser, elle est en France, par exemple. Et puis, on passe à une question suivante. Alors, la prochaine question, c'est un choix multiple. Choix multiple, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Puis c'est à thème, hein, voilà, aujourd'hui j'ai choisi, je ne suis pas allée vers des maths, 3 mètres, 30 mètres, etc. Vous avez compris le principe. Et de la même manière que tout à l'heure, il va falloir évidemment que j'indique quelle est la bonne réponse. Alors vous voyez que vous avez des petites aides, hein, si pour les profs de maths, si vous voulez, vous avez quelques petites aides. Alors on verra tout à l'heure sur Cuisinière, il y a beaucoup plus de possibilités d'écrire en langage mathématique. Donc je coche la bonne réponse et je peux rajouter une explication si je le souhaite. Dernière réponse, la réponse courte. Quel est le nombre de rivets de la Tour Eiffel? Et là, moi, alors on va peut-être préciser quand même à 50 000 près, parce que quand même, ça va être un petit peu dur autrement. Et là, on peut choisir de ne donner qu'une seule bonne réponse. Par exemple, 1 million. Sauf que nos élèves, ils vont peut-être écrire 1 million. Ils vont peut-être écrire avec des espaces. Et tout ça, c'est bon. Donc là, je mets là tout de suite l'accent sur ce qui est un petit peu embêtant sur la réponse courte, c'est qu'il faut envisager toutes les bonnes réponses possibles. Donc c'est vrai que les questionnaires à choix multiples, pour ça, c'est quand même plus facile à gérer. Voilà, une fois que j'ai terminé, j'enregistre. J'ai oublié de le nommer, donc je vais le nommer maintenant. Je vais l'appeler Socrative Test Eiffel et je l'enregistre. Une fois que je l'ai enregistré, je vais pouvoir maintenant venir le lancer. Alors, il y a 2 possibilités, où je lance sous format questionnaire simple, c'est-à-dire que chaque élève va répondre aux questions, ou je le lance sous format course de l'espace.
Alors, si on a le temps, on pourra regarder comment ça se passe. Course de l'espace, ça veut dire que les élèves, quand ils entrent dans la salle de classe, entre guillemets, ils vont faire partie d'une équipe et les équipes vont se challenger l'une contre l'autre. Là, je vais le lancer pour l'instant en mode simple. Parmi mes questionnaires, je choisis, donc c'est celui qu'on vient de créer, et je vais pouvoir lui donner plusieurs paramètres. Peut-être, Sabine, moi je vais choisir commentaire instantané. Est-ce que tu pourras peut-être compléter sur les autres modes, avec les avantages et les inconvénients peut-être? Peut-être expliquer déjà les 3 modes. J'utilise comme toi beaucoup plus le commentaire instantané, mais on peut effectivement, oui, bien sûr, je peux commenter. Alors, de ce que je me rappelle, le rythme imposé par l'enseignant, c'est qu'on fait une question après l'autre et c'est l'enseignant qui dit qu'on passe de la 1 à la 2, de la 2 à la 3. Exactement. Donc en classe, ça peut être intéressant. Nous, pour l'instant, en distanciel, c'est plus intéressant de laisser les élèves gérer un peu leur temps, leur rythme. Alors, vous pouvez demander ou pas les noms. Évidemment, moi, je vous conseille plutôt de les demander. Vous pouvez réorganiser les questions, c'est-à-dire que les questions 1, 2, 3 ne seront pas forcément dans l'ordre 1, 2, 3. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en ce moment, quand on est en distanciel, on sait que les élèves sont en même temps sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. Donc, si vous voulez vérifier que l'élève, c'est bien sa réponse à lui, ça lui évite de demander au copain d'à côté, la question 2, c'est quelle réponse? Et la même chose pour on peut réorganiser les réponses. C'est-à-dire que dans le choix multiple, par exemple, A, B, C, D n'est pas forcément dans le même ordre en fonction des élèves. Donc ça, c'est quand même pas mal. On peut ou non choisir d'afficher les commentaires qu'on a prévus tout à l'heure. Et on peut ou non afficher le score final. Dans la version pro, ils ont droit à une deuxième tentative. Dans la version gratuite, ils peuvent se reconnecter en mettant un petit 2 après leur prénom et ils le retentent une nouvelle fois, même s'ils ne reviennent pas sur la première fois. Donc, une fois que je l'ai lancé, les résultats vont s'afficher. Donc, moi, maintenant, en tant que prof, il faut que j'aille donner à mes élèves le nom de la salle de classe. Donc, si vous vous en rappelez, tout à l'heure, la salle de classe, je l'ai appelée Maths Mai 2020. Donc, mes élèves, ils savent qu'ils doivent aller se connecter avec cette classe-là. Donc là, il faut que j'arrête le partage d'écran pour vous repartager un nouvel écran, parce que là, je me suis mise sur un autre navigateur pour me mettre en tant qu'élève. Alors, l'élève, il faut bien qu'il se connecte, lui, en tant que Socrative Student. Vous pouvez leur redonner le lien éventuellement, et il va rentrer la salle de classe. Donc là, je suis l'élève. Et si vous avez la possibilité sur votre ordi ou sur un téléphone à côté ou autre, vous pouvez peut-être le tester en live, en direct. Donc, vous allez sur Socrative Student, vous entrez la salle de classe et puis vous testez, vous regardez un peu ce que l'élève va avoir comme écran. Petite chose, voilà, petite astuce, je demande à mes élèves, mais voilà, parfois l'information est un peu brouillée, mais s'ils peuvent de se connecter plutôt avec leur nom de famille puis leur prénom, ça permet d'avoir un ordre alphabétique qui s'affiche après. Parfois c'est pratique, mais bon, voilà, je sais que je demande et que certains passent quand même à la trappe parce qu'ils sont pressés de rentrer dans la salle de classe, j'imagine, et du coup ils mettent leur prénom, ils mettent pas leur nom. Et voilà les questions qui apparaissent. Donc, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Donc, si je mets 30 mètres, voilà, j'ai choisi que mes informations s'affichent. Du coup, il y a la réponse correcte qui s'affiche et il peut y avoir une information que j'ai rajoutée. Quel est le nombre de rivets à la tour Eiffel? Et est-ce que la tour Eiffel se trouve à Paris? Voilà la petite explication dont je parlais tout à l'heure qui vient de s'afficher. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous rappeler dans le menu précédent. On peut choisir ou non que ça apparaisse. Donc voilà, l'élève a terminé. Donc je vais me reconnecter
en tant que prof maintenant. Et voilà les réponses qui s'affichent. Donc, je vois que vous êtes certains à jouer le jeu, c'est sympa. Donc, moi, en tant que prof, je vois tous mes élèves qui se connectent. Donc, déjà, je peux voir qui se connecte. Et je peux voir assez rapidement les questions qui posent problème et les questions qui, au contraire, vont bien. Enfin, voilà, que les élèves ont bien compris. Moi, après, ce que je fais, c'est que je fais des copies d'écran. En fait, je le fais moi comme si j'étais un élève. Et je fais des copies d'écran que je peux annoter, qui me permet après de faire un corrigé que je peux leur mettre en ligne. Et ce que j'ai fait, autrement, ce que j'ai fait ce matin avec un autre test que je peux vous montrer, c'est que j'ai refait le test en partage d'écran avec eux. Donc, si je vais voir celui que j'ai fait ce matin avec mes élèves, là, vous voyez très rapidement la question 3, j'ai vu que ce n'était pas la peine de m'attarder dessus, ils avaient tous compris. Les questions 3, 4, 5, ça valait quand même le coup d'y revenir, mais c'est surtout la question 6 qui a posé problème. Donc, c'est surtout la question 6 sur laquelle j'ai réinsisté quand j'ai refait le Socrative avec eux en partage. Voilà pour le petit test en grandeur nature. Sabine, est-ce que tu veux compléter peut-être, parce que toi, tu es dans une autre discipline avec d'autres types d'élèves, ça peut être intéressant d'avoir ton retour. Là, je peux expliquer aussi la forme quand on le fait en cours. Parce que Oui. c'est un petit peu la même chose, c'est toujours les mêmes types de questions, donc il faut l'adapter aux matières. Tu peux prendre l'écran si tu veux, Sabine. Oui, mais j'ai pas préparé. Ah oui, je veux bien la version pratique sur le questionnaire, s'il te plaît, Armelle. Redis-moi ça, Sabine. Je remets ta page à toi avec Oui. pratique. Je suis sur mon autre ordi. Sur celui que je viens de faire? Oui, sur celui que tu viens de faire. Alors, est-ce que je peux prendre le contrôle? Je ne sais pas si je peux prendre le contrôle. Vas-y. Alors, On voit ton pointeur, tu peux y aller. je peux y aller? Ah, attends. Je peux être sur le question. Ah, ça ne marche pas. Voilà, alors, on était ici. Ah oui, on est sur l'activité. On va voir si ça marche. Voilà. J'étais sur ces. Vous voyez mon onglet, donc navigation ouverte, ou surtout ce qui peut être intéressant, c'est le rythme imposé que vous pouvez faire pendant le cours. Bon, là, il y a une petite explication qui vous donne. Hein. Vous contrôlez le flux des questions et supervisez les réponses. Alors, c'est intéressant, surtout, alors pas une question, mais faire des blocs de questions et faire de la remédiation éventuellement. Vous, en direct, l'élève, quand il est dans cette configuration-là, il est obligé, c'est marqué, un instant, les questions suivantes sont restées sans réponse. Il ne peut pas continuer les questions. C'est-à-dire que vous le bloquez au fur et à mesure. C'est vous qui imposez le rythme. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez aller crescendo et puis remédier au fur et à mesure. Surtout que, par exemple, moi, je le fais surtout à la fin soit d'une séance, soit d'une séquence, plutôt une séquence. Comme ça permet vraiment de remédier sur la séquence au global. Et ça permet de rythmer. Donc, ça peut être une séance de remédiation sur une séquence. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Moi, je l'utilise comme ça, comme bilan. Alors que vous pouvez, si vous faites du commentaire instantané, des petits questionnaires, ça peut être un questionnaire à faire à la maison pour faire de l'auto-évaluation ou à la fin d'un cours, pendant le cours, ou voilà. C'est vrai que le rythme imposé, je l'utilise beaucoup en fin de séquence. Voilà. Alors, il y en a on peut utiliser d'autres supports, hein, mais c'est comme ça que je l'utilise. Et ce que tu veux dire, en fait, c'est que tu l'utilises autant pour faire des synthèses actives avec ta classe, finalement, que pour faire de l'évaluation formative. Enfin, tu le conformes un petit peu à tes besoins en fonction des temps de séquence, quoi. Voilà, exactement.
Après, c'est le même principe, hein. Armel vous a bien expliqué les choses. Après, c'est juste dans ce que vous voulez en faire, dans le rythme de cours, ou comment vous voulez le placer, si c'est au début, fin de cours, ou chez eux, etc. Mais après, c'est toujours la même procédure. Ouais, c'est vrai que c'est un outil qui peut servir d'évaluation diagnostique pour démarrer une notion. Ça peut aussi servir pour faire un petit état des lieux. Moi, là, typiquement, ce matin, ce que j'ai fait avec mes élèves, c'est qu'il y avait besoin de faire des rappels sur des notions précédentes avant d'entamer ce qu'ils avaient à faire là aujourd'hui. Et du coup, c'était plus vérifier que ils avaient bien les notions qu'on avait vues précédemment avaient été installées. Donc, la preuve que non, puisqu'il a fallu revenir sur 2 ou 3 choses, mais c'était le but, hein. Mais ça peut aussi servir d'auto-évaluation pour préparer une éval. Nous avons quelqu'un, Laurence Drouot, qui nous demandait si on pouvait avoir une petite démo de la course de l'espace. Oui, c'est ce Ça que nous j'étais en train de intéresse, ça. regarder justement. Donc, même principe, on va choisir le test. Alors là, il n'y a que 3 questions, hein, mais c'est vous qui choisissez le nombre d'équipes. Donc là, je vais peut-être en mettre que 2. Soit c'est attribué automatiquement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les élèves rentrent dans la classe, ils intègrent une équipe, soit c'est au choix de l'élève. Alors après, les icônes, bah, vous choisissez, il peut y avoir un compte à rebours ou pas, et puis même chose, les mêmes possibilités que tout à l'heure en réorganisation de questions, d'afficher les commentaires ou pas. Et donc la façon dont je l'ai paramétré là, quand les élèves rentrent dans la classe, ils intègrent une équipe automatiquement. Donc là, je lance l'activité et au fur et à mesure des réponses, les fusées vont avancer en bleu ou en magenta en fonction des réponses des élèves. Donc en fait, ce n'est pas vraiment du collaboratif, c'est plus une équipe qui va gagner contre une autre, entre guillemets. Alors ça marche assez bien sur des plus jeunes peut-être, des 6e, 5e. C'est un côté un petit peu fun, quoi. Pour les secondes aussi, hein, c'est fun, ils aiment aussi. Ah, pardon. Non, mais par contre, ça se fait en cours, parce que ça donne une espèce d'émulation de groupe. D'accord, mais il faut que les réponses soient bonnes pour que les fusées avancent. Bien sûr. OK. Quel est le choix qui te paraît le plus judicieux, Sabine? C'est de les faire équipe automatiquement ou c'est eux qui choisissent? Alors, je fais les deux. Je fais les deux parce que j'aime bien aussi quand ils sont justement qui ne savent pas, ça leur donne aussi une certaine cohésion. Ça dépend. Mais moi, je suis pour justement qu'ils ne sachent jamais dans quelle équipe ils sont pour savoir travailler en équipe, puisque c'est une compétence à acquérir en tout ce qui est tertiaire. Mhm. D'accord, effectivement, ça peut permettre ça aussi. Voilà. Comme on est assez peu nombreux, si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, oui, je regarde en même temps s'il y a des petites questions. Là, on nous parlait de RGPD. Aurélien nous demandait pour le RGPD. Donc, peut-être simplement redire que sur ces outils-là, les outils qu'on vous sélectionne sont quand même des outils qui sont reconnus depuis de nombreuses années, puisque c'est le cas pour Socrative, hein, et qui émanent d'éditeurs, je dirais, qui ont des serveurs en France, qui ont certaines politiques de suivi des règlements, notamment du règlement général sur la protection des données aujourd'hui en Europe. Donc, on a des gens qui sont sérieux en tant qu'éditeurs. Voilà. Hein. Et si Donc, vous avez un doute par rapport au nom, prénom, vous pouvez leur demander de se connecter voilà. avec élève numéro 1, numéro 2, etc. ou juste leur prénom. Si le prénom peut suffire peut-être hein, dans des classes. Alors, ça peut être première lettre du nom de famille et le prénom, de manière à anonymiser au maximum. Hein, ça peut être ça, si comme ça vous permet aussi d'être assez en phase avec nos règlements généraux de protection de données, hein, bien sûr. On a une autre question ici. Pour les questionnaires, puis-je mettre des images ou du son en tant que professeur de langue? Alors, image, oui. J'en ai mis une là tout à l'heure. Hein, j'ai mis la Tour Eiffel. Le son, il me semble que je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est possible sur Cuisinière. Oui, tout à fait. On Sabine, va est-ce y que venir tout à l'heure. tu as déjà mis du son? Non, effectivement, j'ai jamais mis de son. Il n'y a pas, ça me dit rien. À vérifier, mais non.
Donc, on peut également, je suis passée rapidement dessus tout à l'heure, mais on peut tout à fait collaborer, enfin, c'est-à-dire partager son Socrative avec un collègue pour qu'il puisse le recopier, le faire dans sa classe ou l'améliorer, enfin voilà. Oui, moi c'est Aude. J'ai une question. Quand vous faites votre jeu d'équipe, en fait, chaque élève a sa tablette ou son téléphone, ou alors il y a une tablette pour 2 ou pour 3? Sabine et Armel. Bonjour, nous voici Pardon, dans attends. l'interface Socrative. C'est chaque élève. Excuse-moi. D'accord. C'est chaque élève, et chaque élève, en fait, concourt à apporter sa brique à l'avancée. Mais on peut imaginer, après ça c'est une autre organisation qui marcherait tout à fait, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des élèves, au lieu d'inscrire des élèves, on inscrit un groupe et chaque groupe a une tablette et rentre, mais là pour le coup ça peut être en format course ou en format questionnaire, c'est-à-dire qu'au lieu quand on lance le questionnaire individuellement, on leur demande pas d'entrer leur nom et leur prénom, mais d'entrer un numéro de groupe. Oui, merci. Mais c'est intéressant dans la construction même d'équipe, d'esprit de classe, de partage, qui se concertent avant de répondre aussi, ça peut être intéressant. Oui. Effectivement, Aude, par rapport à ça, comment tu as suivi tous les webinaires d'évaluation formative et quand on parle d'évaluer, enfin on le partage souvent, mais d'évaluer dans une posture plutôt d'accompagnement et de bienveillance, surtout à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Je veux dire, qu'est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu là-dessus par rapport à Socrative? On en parlait tout à l'heure avec Sabine aussi. C'est un outil de positionnement, c'est un outil d'évaluation formative. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, peut-être Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant dans Socrative, c'est cette idée de course là que j'ai pas vue forcément dans Cuisinière, dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent dans les différents webinaires. En effet, ce qui me paraît important quand on lance un apprentissage, c'est de permettre à un moment donné à l'élève de faire des pauses et de justifier, d'expliquer pourquoi il propose telle ou telle réponse. Ça peut être une forme d'apprentissage et du coup, entre pairs, ils vont argumenter. Et l'autre chose aussi qui me paraît extrêmement important, et je voulais revenir là-dessus, quand Armelle nous présente son tableau avec l'ensemble de ses résultats, et elle voit que dans une colonne, pour une question, il y a 4-5 élèves qui ont pêché. Plutôt que de donner la réponse, on pourrait aussi se demander, finalement, pour réussir cet exercice, à quoi je dois penser, quelles sont les connaissances que je dois mobiliser pour voilà, essayer de trouver des critères, non pas de réussite, mais quelles sont les connaissances et les critères que je vais devoir mobiliser pour améliorer, pour réussir mon exercice. On peut aussi le penser en étapes. Tout à fait, effectivement, de revenir jusqu'à ce que l'élève finalement arrive à… Et du Voilà. coup, je me permets, Philippe, du coup, quand Oui. on est en présentiel et quand on expose ce tableau, par exemple, ça peut être aussi intéressant de vraiment amener les élèves à se dire, bon, si la prochaine fois que vous avez un exercice avec ce type d'énoncé, à quoi vous allez devoir penser? Qu'est-ce qui va faire que cet exercice-là va être réussi? Et du coup, on liste les critères qui vont être observables et les critères, les choses auxquelles il faut qu'ils pensent. Tu cherches des zones de progression. Oui. Et ça, moi, ça me paraît aussi intéressant on ne le dit pas assez, mais dans l'acte d'apprentissage, c'est la répétition. Et souvent, ce qui va aider les élèves à apprendre, c'est « Ah oui, c'est cette question-là, donc c'est ça que je mets en place ». Ça peut être une des étapes dans l'apprentissage chez le jeune. Une question autrement, mais peut-être qu'on peut demander aux personnes de réactiver leur micro s'ils souhaitent répondre. Je vois, s'ils souhaitent poser une question en direct, puisque là on arrive dans les dernières minutes. Est-il possible de mettre une vidéo? Oui, alors justement, c'est ce qu'on disait avec Armel, on n'a jamais testé et là je suis en train de regarder et je ne vois pas. Il faudrait que je cherche.
Bon. C'est des choses que l'on verra aussi peut-être avec Cuisinière dans 5 minutes, qui comprend aussi, enfin, qui comprend tous ces médias-là. On Armel, verra, je pense que tu as déjà testé, Armel? Non, je ne pas la vidéo. J'ai pas mis de vidéo, mais je trouve, moi j'aime bien les deux, j'aime bien Socrative et j'aime bien Cuisinière, mais pas pour les mêmes raisons. Je trouve que Socrative est très simple à manipuler, mais du coup il a les avantages de ses inconvénients, c'est-à-dire qu'on peut aller moins loin que dans Cuisinière. La Cuisinière propose vraiment de pouvoir mettre du son, des vidéos, des formules mathématiques, de pouvoir que l'élève puisse lui aussi s'enregistrer. Enfin, Cuisinière est plus complet. D'accord. Est-ce qu'une personne voudrait prendre la parole, débloquer son micro, puisque là, nous ne sommes pas trop nombreux, donc on peut en profiter, je dirais. Est-ce que quelqu'un souhaite voilà, dire quelque chose ou vous poser une question en direct? Non, pas spécialement. Vous avez vu l'intégralité de l'outil? Ou partager aussi son expérience, ça peut être intéressant aussi, comme nous. Non, visiblement. Si vous avez 5 minutes, je vous ai mis dans je ne sais pas si tout le monde voit l'espace chat, la conversation de la réunion. Vous pouvez y accéder avec l'onglet, enfin la petite icône de la bulle. Je vous ai mis un lien vers un questionnaire. Ça nous permet de continuer à vous accompagner, de savoir si ça vous convient, si ces formules vous conviennent, si vous avez des besoins, d'autres demandes pour des webinaires à venir et puis éventuellement même pour se projeter pour l'année prochaine également. C'est important cette partie-là, ce que tu soulignais, Armel, dans le sens où aujourd'hui, ce qui nous intéresse auprès des collègues, c'est bien évidemment de pouvoir aider au maximum à la prise en main d'outils qui permettent de travailler à distance, évidemment, mais je pense que nous avons tous bien compris que le travail à distance risque, je dirais, de perdurer dans le sens où, bien évidemment, on va reprendre, mais ce sont des outils qui ont une telle valeur ajoutée pédagogique que ce sont des choses que l'on peut aussi utiliser in situ en classe et que l'on peut utiliser aussi pour des élèves à besoin, je dirais, besoins éducatifs particuliers et aussi dans d'autres situations, la différenciation, on pense à plein de choses derrière. Donc je pense que il faut voir beaucoup plus loin dans ce type d'outils. On peut aller et on peut faire des choses qui sont en fait très intéressantes dans nos pratiques quotidiennes. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, à moins qu'Armel, tu souhaitais rajouter une petite chose? Ou est-ce que Moi, tu as... Merci de vous être connectés. Nous, on est plutôt content des échanges qu'on a pu avoir. Alors aujourd'hui, on n'était pas très nombreux, mais de tous les échanges qui nous permettent, nous, de continuer à proposer des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas pour d'autres, comme on disait, d'autres outils ou sur sur des postures ou sur Oui, bien sûr. sur des méthodes pédagogiques. On n'est pas formateur, une fois de plus, on est vraiment là plutôt dans du partage humblement de ce qu'on a pu nous tester. Et si vous avez des choses à nous proposer, on ira tester aussi pour voir si après on peut partager. Voilà. Et puis, je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là, d'ici une dizaine de minutes, et bien sur le webinaire suivant, qui sera Cuisinière, qui permettra de voir un peu quelles sont les fonctionnalités au travers d'un exemple, cette fois-ci, mais d'un exemple sur l'éducation aux médias et à l'information. On va changer un petit peu de sphère. Juste, Philippe, tu peux rappeler le webinaire est bien enregistré, c'est une des questions. Hein. Oui, tout à fait. Il sera visible prochainement sur le Portrait de la DDEC. D'ailleurs, à ce